Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Margaret Thatcher. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui me fascinent, mais il y en a quand même. Vous savez, tous les journalistes qui m'ont interviewé m'ont qualifié d'affreux misogyne, que ce soit RTS, Radio-Télévision Suisse, ou Slate. On va dire qu'ils ne maîtrisent pas très bien la nuance, ou du moins ils font semblant de ne pas la maîtriser. Au final, chacun prêche pour sa paroisse. Mais ce n'est pas parce que je dénonce la poufiasserie et la dégénérescence des sociétés qui se féminisent que je ne sais pas reconnaître une femme de qualité lorsque j'en vois une, et Margaret Thatcher, n'en déplaise à certains, en fait partie. Pour vous mettre un peu dans le bain, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée suite à l'élection de Thatcher lors d'une consultation avec la reine d'Angleterre. Vous savez que le Premier ministre britannique, lorsqu'il est élu, va se présenter au souverain pour lui décrire son cabinet, lui expliquer ses projets, lui parler des ministres qu'il a nommés. Et c'est un peu la tradition, et d'ailleurs, toutes les semaines, le Premier ministre s'entretient avec la reine d'Angleterre. Il faut savoir que la monarchie britannique n'est pas uniquement symbolique, elle a de vrais pouvoirs. Et notamment celui de déclarer la guerre. La reine d'Angleterre a le pouvoir de déclarer la guerre et de dissoudre l'Assemblée. Et c'est assez incroyable lorsqu'on y pense, un souverain qui n'est pas élu a le droit de déclarer la guerre et de dissoudre l'Assemblée. Au départ, ça me semblait un peu bizarre. Mais petit à petit, en vivant en Angleterre, j'ai appris à apprécier la monarchie britannique et j'ai même appris à leur trouver une vraie utilité. Parce que dans un monde qui se globalise, dans un monde où on perd un peu tous nos repères, dans un monde qui se lisse, tous les pays deviennent identiques. Aujourd'hui, lorsqu'on voyage et qu'on traverse les frontières, France, Espagne, Portugal, il n'y a quasi plus de différence. Il y a peut-être ne serait-ce que 30 ou 40 ans, on passait d'un pays à un autre et on remarquait les spécificités. On ne buvait pas le même café partout, on ne trouvait pas la même bouffe, les mêmes restaurants, les mêmes marques partout. Mais aujourd'hui, t'as beau voyager, le dépaysement est de plus en plus difficile à trouver, à moins d'aller très très loin. Mais lorsque tu voyages en Europe, par exemple, ou en Amérique du Nord, c'est à peu près les mêmes Starbucks partout, le même café partout, les mêmes McDo, les mêmes KFC, tout a la même odeur, tout a la même saveur. Et je suis toujours surpris, par exemple, par l'odeur du McDo. Tu passes devant un McDo à Rome ou devant un McDo à New York, à Paris. Ils ont tous la même odeur. C'est incroyable. Tu peux voyager 6000 km et avoir la même espèce d'odeur dégueulasse de McDo à Rome, à Paris et à New York. Pareil pour le Starbucks, pareil pour le café. À une époque, prendre un café en Italie et prendre un café à New York, c'était pas du tout la même chose. Aujourd'hui, tu as le même Starbucks avec le même goût, la même merde. Bientôt, un Starbucks ouvrira à Cuba. Qui l'eût cru, un Starbucks à Cuba? Et au lieu de boire du superbe café cubain ou du très bon café en Amérique du Sud d'une façon générale, bientôt, en Amérique du Sud aussi et à Cuba aussi, on ira boire les Starbucks dégueulasses avec le même goût. Cette espèce d'homogénéité, cette espèce de lissage mondial qui est en train de s'opérer. Et je me dis que, quelque part, la monarchie britannique, c'est le seul truc qui reste à l'Angleterre. Lorsqu'un Britannique est perdu, lorsqu'il ne sait plus qui il est, lorsqu'il ne connaît plus sa place dans le monde, eh bien, il regarde vers la reine d'Angleterre, le Union Jack, et il se dit « Ah, voilà, c'est ça que je suis, c'est ça mon histoire, c'est ça mon passé ». Lorsque tu vois la reine Elisabeth, c'est l'arrière-petite-fille de la reine Victoria. La reine Victoria, c'est la reine de l'Empire, c'est la reine qui a régné sur le monde depuis l'ouest du Canada jusqu'à l'est de la Nouvelle-Zélande. Le monde appartenait à l'Angleterre, les mers appartenaient à l'Angleterre. Et tu dis que la petite fille de l'Empire, la petite fille de cette reine de l'Empire, est aujourd'hui toujours reine d'Angleterre. Et ça rassure les Britanniques, et c'est pour ça que cette monarchie a duré, parce qu'elle est quelque part, et elle demeure, le symbole du Royaume-Uni. Et c'est pour ça que les Britanniques sont attachés à la monarchie, parce qu'au moment où tout s'effondre, où tous les symboles s'effondrent les uns après les autres, à une époque où le monde est en train de se lisser, avoir comme ça un symbole qui a 1000 ans, qui a traversé toutes les crises et qui est encore là,
quelque part, ça rassure. Et c'est un sentiment que je commence à comprendre et à adopter et même à apprécier. Et pour revenir à Thatcher, dans l'un de ses entretiens avec la reine d'Angleterre, et notamment l'un des premiers entretiens, le tout premier entretien, lorsque Margaret Thatcher s'est présentée à la reine, il faut savoir que la reine d'Angleterre a pour habitude ou avait pour habitude d'essayer de deviner la composition du gouvernement. Et elle avait un petit carnet comme ça, puis à chaque fois que le Premier ministre se présente, elle lui dit « Attendez, ne me dites rien, laissez-moi d'abord deviner ». Et elle lui dit « J'ai noté que dans la composition de votre gouvernement, il n'y avait aucune femme. » Et Margaret Thatcher lui dit « C'est correct, bien deviné, bien vu. » Et la reine d'Angleterre se dit « Mais pourquoi ?» C'est un peu une surprise, parce qu'on s'attendait à ce que la première femme Premier ministre d'Angleterre, la première femme Premier ministre de l'un des plus grands partis au monde, le Parti conservateur britannique, n'a mis dans son gouvernement aucune femme. Et écoutez bien ce que Thatcher a répondu, et c'est une anecdote qui a été reprise dans The Crown, une série assez bien faite qui reprend l'histoire de la couronne d'Angleterre. Margaret Thatcher a répondu à la reine comme raison pour laquelle elle n'a pas de femme dans son gouvernement. Elle lui dit « Women are not suited for high office. They are too emotional. » Les femmes ne sont pas faites pour la haute fonction, elles sont trop émotionnelles. Imaginez un peu la surprise. La première femme Premier ministre, c'était un événement dans le Parti conservateur, dit « Je ne veux pas de femmes dans mon gouvernement parce qu'elles sont trop émotionnelles et quelque part, j'ai un travail qui est un peu trop sérieux pour elles, surtout qu'à cette époque, fin des années 70, début des années 80, le Royaume-Uni vivait la plus grande crise économique et la plus grande crise de confiance de son histoire. Et je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard. Et donc, Thatcher, qui est présentée parfois comme une icône féministe, le symbole du female empowerment, les femmes au pouvoir, est en réalité une anti-féministe traditionnelle. Issue d'une petite famille britannique, son père était un épicier méthodiste. Et quelque part, le logiciel de Thatcher vient du méthodisme parce que la particularité du logiciel méthodiste est qu'il n'y a pas de destin. La notion de destin, telle qu'on peut la connaître dans le catholicisme ou dans le protestantisme, dans l'Église méthodiste, n'existe pas. Et chaque individu, selon le méthodisme, peut prendre son destin en main. Tu n'es pas comme tu es en raison de ton destin ou en raison de ce qui a déjà été prédéterminé ou écrit, tu es responsable de ce qui t'arrive. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre dans le logiciel de Thatcher. Et c'est quelque chose de très important à comprendre d'une façon générale. Si tu m'écoutes, que tu n'es pas particulièrement politisé et que tu demandes, admettons, tu es jeune et tu me demandes l'observateur, quelle est simplement, sans détour, quelle est la différence principale entre la gauche et la droite? Quelle est, si tu pouvais m'expliquer en quelques mots, la différence fondamentale entre la gauche et la droite, quels en seraient les éléments? Eh bien, la différence fondamentale entre le logiciel de gauche et le logiciel de droite, c'est que la gauche tend à déresponsabiliser l'individu. La gauche te dit, si tu es un criminel, si tu es tordu, si tu as raté un examen, ce n'est pas de ta faute. C'est à cause du système, c'est à cause du groupe, c'est à cause de la société. Un peu cette philosophie de Rousseau qui nous dit « l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt ». Rousseau, d'après lui, ou selon cette philosophie, personne n'est responsable de rien, c'est pas ta faute, c'est la société. T'as raté un examen, c'est la société. T'as cramé la voiture de ton voisin, c'est la société. C'est pas grave. C'est pas toi, c'est les autres. Et la philosophie de Rousseau, en plus d'être extrêmement naïve, elle est extrêmement toxique. Rousseau est un cancer philosophique. Il a impacté, ou cette pensée plutôt a impacté une grande partie de la pensée de gauche, et elle explique que personne n'est responsable de rien. L'individu est bon, il est sur Terre pour faire le bien, et c'est à cause de la société qu'il devient perverti, c'est à cause de la société qu'il devient méchant, mauvais. Alors que le logiciel de droite responsabilise l'individu.
Si tu rates un examen, regarde-toi dans un miroir et dis-toi, j'ai raté mon examen, c'est à cause de moi. Et essaye de trouver les solutions. Pourquoi? Est-ce que tu n'as pas assez bossé? Quels sont les éléments que tu as ratés? Puis tu repasseras ton examen. Ça ne sert à rien de pleurnicher. C'est à cause des profs, c'est à cause du système. C'était trop dur. Tu as des mecs, ils viennent te voir et t'expliquent: «Ah, j'ai raté mon examen, c'est la discrimination. On m'a discriminé parce que je suis issu des minorités, ou parce que je suis une femme, ou parce que je suis gay.» Et tu lui réponds: «Mais l'examen était anonyme. Comment on t'a discriminé? On ne sait pas qui tu es. Le prof a jugé une copie.» «Oui, non, je sais pas. De toute façon, société de merde, on m'a discriminé.» Et on est de plus en plus dans ça aujourd'hui. Il y a des universités qui baissent les notes d'entrée, les notes d'admission, qui baissent les examens d'entrée, les critères d'entrée, pour que tout le monde puisse y aller. Pourquoi? Pour éviter de discriminer. Il y a des universités en Australie qui ont baissé la barre d'entrée pour les femmes en mathématiques et en physique parce qu'ils ont remarqué que les femmes n'arrivaient pas à passer ces examens et que c'était en maths et en physique essentiellement des hommes qui entraient à l'université, et ils ont baissé les notes d'admission. Au lieu de se dire, si ces gonzesses veulent faire des maths et de la physique, faut qu'ils bossent comme les mecs, et puis faut qu'ils bossent plus peut-être, en fonction de leur cerveau, en fonction de leur capacité mentale, et on n'a pas à baisser les notes pour que des femmes puissent accéder aux filières maths et physique. On n'a pas à baisser les notes pour que les minorités, soi-disant issues des ghettos, des milieux difficiles, puissent accéder aux universités de maths et de physique. Mais de toute façon, même si tu mets la barre à 0, penser que les gamins issus des ghettos vont se précipiter dans les filières de maths et de physique, c'est du délire. C'est être complètement dans une espèce de pensée magique. Mais le logiciel de gauche, c'est ça. Et donc voilà la différence fondamentale entre la gauche et la droite. La gauche rend la société responsable de tout et l'individu n'existe pas. Quoi que tu fasses, tu crames une bagnole, tu brûles la maison de ton voisin, c'est pas grave, c'est la société, c'est pas toi. Et il y a même des gauchistes qui militent pour vider les prisons aujourd'hui. Vider les prisons, c'est pas de leur faute. Et le logiciel de droite a tendance à responsabiliser l'individu. Tu prends ton destin en main, c'est à toi de réussir, c'est à toi de travailler. Et tu es responsable de qui tu es et qui tu deviens. Et si tu fais du mal, si tu fais des erreurs, si tu fais des bêtises, si tu commets des crimes, c'est toi qu'on va punir, c'est pas la société. Tu es responsable de ce que tu fais. Et d'ailleurs, on peut constater tous les jours que le logiciel de gauche ne fonctionne pas. Les gauchistes n'arrêtent pas de nous expliquer que il y a délinquance dans les banlieues, c'est parce que les banlieues sont défavorisées, c'est parce qu'il manque de l'argent, c'est parce qu'on n'investit pas assez. Et on a balancé des milliards dans les banlieues. Lorsqu'on voit l'argent qu'on a balancé dans le 93, des milliards d'euros jetés dans le 93, rien n'en est jamais sorti. Plus on met de l'argent dans le 93, plus il y a de délinquance. Et à côté, on a des villages français où on n'a pas mis un seul centime et où il n'y a pas de délinquance. Les villages qui ne sont pas riches, il faut voir la pauvreté dans les villages français dans les années 50, dans les années 60, une pauvreté terrible qui a poussé beaucoup d'Auvergnats, de Bretons à venir travailler à Paris comme garçons de café. D'ailleurs, avant les Chinois, la majorité des cafés appartenaient à des Auvergnats. Je ne sais plus quel était le pourcentage, mais les Auvergnats étaient réputés pour être propriétaires de cafés à Paris. Et c'était que des gamins qui sont montés des campagnes pour aller travailler dans les grandes villes. Donc une misère extrême dans les années 50, dans les années 60. Il n'y a jamais eu de violence. On n'a jamais cramé de bagnole. La seule violence, et encore aujourd'hui, et la seule violence qu'on a aujourd'hui dans les villages, c'est les agriculteurs qui se pendent. C'est tout. C'est ça la violence qu'il y a aujourd'hui dans les villages et dans les campagnes françaises. C'est les agriculteurs qui se pendent tous les jours dans les presses locales. Un agriculteur qui se pend tout seul dans sa grange. Et on ne met pas un seul centime dans les campagnes. Et là où on peut voir l'échec des politiques de gauche, c'est qu'on met des milliards dans les équipements du 93 et dire qu'il n'y a pas assez d'argent dans le 93 est un mensonge. Aujourd'hui, un gamin dans le 93 a toutes les possibilités et toutes les chances de réussir. Lorsqu'on voit les équipements sportifs, lorsqu'on voit les salles de boxe, les salles de karaté, les gymnases, les écoles, les lycées, les équipements, la quantité d'équipements dans le 93, dans la banlieue nord de Paris est phénoménale par rapport à ce qu'on met dans les villages.
Et pourtant, vous verrez des petits villages, pas uniquement français, des petits villages français, britanniques, dans lesquels l'État n'a pas mis un seul centime et qui sont propres, qui sont entretenus, où les haies sont taillées, les routes sont propres. Certains villageois font eux-mêmes leurs routes. Des villages d'où l'État a complètement démissionné et on a des propriétaires terriens qui font leurs propres routes, qui entretiennent leurs propres routes pour aller sur leur propriété. Des villages impeccables, plantés, boisés, entretenus, taillés, où l'État n'a pas investi. Et à côté, on a des banlieues où l'État balance des milliards et qui ressemblent chaque année un peu plus à des trous à merde, qui sont déjà des trous à merde, mais chaque année qui passe, c'est encore un peu plus des trous à merde. Donc, on comprend que le problème, c'est pas uniquement un problème d'argent. Le problème est bien plus profond. Il y a un problème de densité, il y a des problèmes ethniques, il y a des problèmes religieux, il y a d'autres mécanismes dans les banlieues qui font que c'est des trous à merde. Parce qu'à côté, on a des villages dans lesquels l'État n'a mis aucun centime, qui sont simplement entretenus par une petite communauté, par des individus qui simplement aiment leur environnement et le traitent correctement. Donc j'ai envie de dire, Rousseau, ferme ta gueule à tout jamais. Et Thatcher est issue de cette éducation. Il faut comprendre que Thatcher est une convaincue. Ce n'est pas ce n'est pas un politicard qui a une doctrine auquel il ne croit pas. Thatcher est convaincue de ce modèle de réussite parce qu'elle est issue de ce modèle. Son père est un petit épicier, elle a fait des études de chimie, puis des études de droit, puis elle est arrivée au parti conservateur britannique. Elle a monté les échelons jusqu'à prendre les commandes du parti. Mr. Speaker, all levels of income are better off than they were in 1979. But what the honourable member is saying is that he would rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. That way you will never create the wealth for better social services as we have. And what a policy! Yes, he would rather have the poor poorer, provided the rich were less rich. That is a liberal policy. Yes, it came out, he didn't intend it to, but he did. I give way to the honourable gentleman. I'm extremely grateful. The Prime Minister is aware that I detest every single one of her domestic policies and have never hid that. And I think that the honourable gentleman knows that I have the same contempt for his socialist policies as the people of East Europe who have experienced it have it for theirs. I think I must have hit the right nail on the head when I pointed out that the logic of those policies are they'd rather have the poor poorer. Once they start to talk about the gap, they'd rather the gap was that. Down here. That. Not that. But that. So long as the gap is smaller, so long as the gap is smaller, they'd rather have the poor poorer. You do not create wealth and opportunity that way. You do not create a property-owning democracy that way. C'est aussi une femme traditionnelle au sens où elle s'est mariée à un anglican et elle s'est convertie à la religion de son mari avec qui elle est restée 50 ans. Elle a eu aussi 2 jumeaux, un garçon et une fille. Et c'est le logiciel traditionnel par excellence. Et quelque part, c'est intéressant d'avoir cette réflexion, de voir comment la société patriarcale, tant critiquée, a donné naissance à des femmes fortes, éduquées, stables, et la société égalitaire, gauchiste, féminisée, est en train de donner naissance à des poufias. C'est assez intéressant d'analyser cette chose-là. C'est-à-dire que la société traditionnelle, religieuse, méthodiste, pour le cas de Thatcher, a donné naissance à Margaret, une femme structurée, éduquée, forte, et la société féminisée de gauchias a donné naissance à Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, ministre de je ne sais quoi, ou secrétaire d'État de je ne sais quoi, qui écrit des romans érotiques qu'elle lit à ses petites filles. Et c'est un point que je souhaitais faire, c'est que la société patriarcale a donné naissance à des femmes de valeur,
Ces femmes de valeur ont commencé à critiquer la société patriarcale pour la détruire. Et maintenant que cette société patriarcale est détruite, nous sommes en train d'assister à la naissance d'instagrammeuses, de poufias, d'influenceuses. Il n'y aura plus jamais de Thatcher, ça je peux vous le dire, c'est fini. Il n'y aura plus jamais de Thatcher. Parce que la seule société qui pouvait donner naissance à des femmes comme Thatcher, c'est la société patriarcale, la société traditionnelle. Et pour le cas français, Simone de Beauvoir est un bon exemple. Simone de Beauvoir, issue de la société traditionnelle bourgeoise, que son père, amateur de théâtre et d'art dramatique, a poussé à l'écriture. Georges Bertrand de Beauvoir était convaincu que l'écriture était le plus beau métier du monde et il a convaincu ses filles qu'elles devaient se mettre à l'écriture. Donc c'est le père de Simone de Beauvoir, quelque part, qui a donné naissance à ce monstre, Simone de Beauvoir. Alors, je ne suis pas d'accord avec la philosophie, le logiciel féministe de Simone de Beauvoir, mais je suis obligé de reconnaître son talent littéraire, son éducation, et quelque part, c'est un peu un monstre qui s'est retourné contre son père, contre la société traditionnelle. Donc la société patriarcale, encore une fois, donne naissance à des femmes traditionnelles fortes, éduquées, comme Simone de Beauvoir, qui se retournent contre la société patriarcale pour la détruire, et ensuite, elle donne naissance à des sociétés de fragiles, à des femmes déréglées, à du gauchisme, à de l'instagrammeuse, à de l'influenceuse. Et donc, plus jamais il n'y aura de femmes comme Simone de Beauvoir au sens culture, éducation, parce qu'elle a contribué à détruire la société patriarcale qui lui a donné naissance. Et donc, depuis que Simone de Beauvoir crie à la libération et à l'épanouissement des femmes, il n'y a plus de femmes de qualité. La société patriarcale qu'on avait qualifiée comme une société d'oppresseurs, comme une société anti-femmes, comme une société qui avait empêché les femmes de s'épanouir, a donné naissance à des femmes fortes, épanouies, intelligentes et éduquées. Ces femmes fortes, épanouies, intelligentes, éduquées ont détruit la société patriarcale. Et depuis, on n'a plus que de la poufiasse. Et j'ai toujours trouvé ça extrêmement intéressant. On a détruit le patriarcat parce qu'on l'a accusé d'oppresser les femmes. Et depuis qu'on a détruit le patriarcat, il n'y a plus de femmes de qualité. Et donc Thatcher, qui avait été surnommée la Dame de Fer, The Iron Lady, avait une tâche énorme au début des années 80 parce que le Royaume-Uni connaissait l'une des crises économiques les plus terribles de son histoire. Et peu de gens font cette analyse, beaucoup de gens critiquent Thatcher pour son libéralisme, pour sa politique de privatisation, mais l'état dans lequel était l'Angleterre était probablement l'un des états les plus dangereux de son histoire. L'Angleterre était pratiquement à deux doigts de faire faillite. L'inflation était à 40% par an, entre 25 et 40%, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça représente, avec des salaires qui n'augmentaient que de 5% par an. Un manque de confiance énorme, une livre sterling qui avait perdu de sa valeur, qui avait été dévaluée. Et si l'Angleterre continuait dans la même lancée, ça devenait un pays du tiers-monde au bout d'une génération. Donc c'était ça la tâche de Thatcher. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de solutions. Donc ce qu'elle a commencé à faire, c'est la lutte contre la dépense publique, plusieurs corrections fiscales pour baisser les charges, baisser les impôts, et elle a éclaté le vieux parti conservateur. Au sens économique, parce que c'est un parti qui ne voulait pas bouger, c'est un parti qui avait peur d'être impopulaire et qui avait peur donc de faire les réformes fiscales. Et quelque part, si on veut comprendre ce qui se passait en Angleterre dans les années 80, début des années 80, fin des années 70, c'est exactement, ou ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui en France. Cette perte de confiance que connaissent les Français aujourd'hui, cette baisse d'influence, cette crise que connaît la France aujourd'hui est assez similaire à la crise qu'avait connue l'Angleterre dans les années 70, fin des années 70, début des années 80. La seule différence, c'est que les Britanniques ont eu le courage de faire les réformes et les Français, je ne pense pas qu'on aura le courage de le faire, ou du moins ça sera extrêmement pénible parce qu'on s'est habitué à notre confort. Et il est très difficile de faire passer quelques réformes que ce soit en France. Les gens disent non par principe. Et l'un des exemples flagrants, c'est le Code du travail français. Si on regarde le Code du travail français, le truc c'est un pavé. C'est tellement épais que personne ne le lit.
Et si jamais quelqu'un ose dire il faut réformer le code du travail, il y aura tout le monde dans la rue. La protection de l'emploi, nos droits, etc. Mais lorsqu'on regarde le code du travail suisse, qui est 4 fois moins épais que le code du travail français, peut-être même 5 fois moins épais que le code du travail français, mettez côte à côte le code du travail français et le code du travail suisse. Ça, c'est très, très intéressant. C'est un exercice très, très intéressant à faire. Le code du travail suisse, c'est un livret, c'est un petit carnet, tu vois. Tu le lis en une après-midi. Et donc, est-ce que vous pensez que les Suisses sont moins protégés que les Français? Est-ce que vous pensez que le salaire suisse est moins bon que le salaire français? Est-ce que vous pensez que les Suisses travaillent moins bien que les Français? Est-ce que vous pensez que les Suisses sont plus exploités que les Français? Les réponses sont simples. Non, 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 non et non. La qualité de vie est meilleure, les salaires sont meilleurs. Tout est meilleur en Suisse d'une façon générale. Et donc, si la protection du salarié se jugeait ou se valorisait à l'épaisseur du code du travail, ça se saurait. Donc le code du travail français est une merde indigeste qu'il faut réformer, mais que personne ne veut réformer. Voilà où on en est aujourd'hui de la gauchiasserie en France. Ça va 2 secondes les manifs, ça va 2 secondes la révolte, non, 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 non à tout, non mes droits, mes machins, mes trucs. Si les réformes ne sont pas faites, ce pays va devenir un pays du tiers-monde, et c'est largement engagé. Et la réticence aux réformes en France devient de plus en plus agaçante. Parce qu'à un moment, ça va 2 secondes. Crier à l'anticapitalisme, à l'antilibéralisme, à chaque fois, il faut arrêter 2 secondes. Le socialisme, on a essayé. Le communisme, on a essayé. Ça s'est appelé, ou ça s'appelait l'Union soviétique. On a tenté. C'est ce que disait Thatcher d'ailleurs, à tous ceux qui étaient contre elle. Elle leur disait, écoutez, le socialisme, on a essayé. Le communisme, on a essayé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, à l'époque, le mur de Berlin existait encore. Hein, elle disait aux gens, si ça vous intéresse, sautez de l'autre côté du mur. Hein. Et à l'époque, on remarquera que beaucoup de gens essayaient de sauter ou de voyager d'Allemagne de l'Est vers l'Allemagne de l'Ouest, mais personne ne sautait le mur d'Allemagne de l'Ouest vers l'Europe de l'Est. Personne ne voulait y aller. Donc, tout le monde fantasmait la gauchiasserie française, le Parti communiste français fantasmait l'Union soviétique, sauf que personne ne voulait y aller. Et donc, le communisme, ça a été une aventure intéressante à plusieurs égards, ça a été une expérience sociale intéressante à analyser, à étudier, mais surtout, ça a été un échec. Ça a été un échec. Mutualiser les moyens de production a été un échec. Le collectif ne crée pas de génie. Et d'ailleurs, la grandeur de l'Union soviétique n'est pas venue du collectif, mais elle est venue du génie russe. Faut arrêter 2 secondes lorsqu'on me dit l'observateur, le collectif peut quand même créer du génie, regarde l'aventure spatiale russe. Oui, l'aventure spatiale russe a été phénoménale. Beaucoup plus impressionnante que l'aventure spatiale américaine à plusieurs égards. NASA qui a volé beaucoup de choses à l'Union soviétique au passage, y compris des scientifiques à l'Union soviétique et à l'Allemagne. La NASA n'a pas de génie intrinsèque. Tout a été volé d'Europe et d'Union soviétique. À commencer par l'ingénieur nazi qui a travaillé pour la NASA et qui n'a pas été jugé, qui a échappé à Nuremberg parce que les Américains et l'opération Paperclip a récupéré beaucoup de scientifiques allemands comme ça, y compris des criminels qui n'ont jamais été jugés. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais le génie, c'est d'abord le génie des mathématiciens russes. Le génie, c'est d'abord le génie des physiciens russes. L'Union soviétique avait des joueurs d'échecs de talent, pas parce que c'était l'Union soviétique, parce que le génie russe est ce qu'il est. Et il y a eu des mathématiciens de génie avant l'Union soviétique, il y en a eu pendant et il y en aura après. Donc, ne pas confondre génie russe et Union soviétique. Et au contraire, l'Union soviétique a certainement empêché la Russie des tsars de devenir la superpuissance qu'elle aurait dû devenir. Et d'ailleurs, tout le travail que fait Poutine aujourd'hui, c'est rétablir la Russie des tsars. Poutine n'est ni plus ni moins que le nouveau tsar de Russie. L'Union soviétique a seulement fait perdre 1 siècle à la Russie, c'est tout. Donc il faut arrêter 2 secondes avec ce fantasme collectif, essayer de mettre 10 hommes autour d'une table pour écrire un livre, vous allez voir qu'ils vont finir par se foutre sur la gueule. Le génie est individuel, il n'est jamais collectif. Ce qui peut être collectif, c'est le travail physique, c'est l'exécution. Une vision comme celle d'Apple ne peut pas être collective, ça ne peut être que la vision d'un homme, Steve Jobs. Ensuite, tu as besoin de centaines de techniciens pour exécuter ta vision. Mais la vision, ça ne peut être que celle d'un homme. D'ailleurs, on voit très bien ce qui est en train de devenir Apple avec Tim Cook qui finalement
c'est pas Steve Jobs, quoi. Donc, il gère l'entreprise comme un épicier, mais il n'y a plus rien qui sort d'Apple. Il n'y a plus rien d'impressionnant qui sort d'Apple. Tout a été déjà vu et inventé par Steve Jobs. Donc, le génie est individuel, il n'est pas collectif. Et donc, Thatcher a mené toutes ces réformes face à un Royaume-Uni qui vivait la plus grande crise économique de son histoire, le plus haut taux d'inflation de son histoire, pratiquement 40%. La livre s'est effondrée, donc on est dans un cercle vicieux d'inflation plus d'évaluation de la monnaie. Et cette chose a aussi été causée par le fait que la livre sterling, qui était la monnaie mondiale pendant l'Empire, avant les accords de Bretton Woods, était en train de se faire remplacer par le dollar. Donc toutes les monarchies ou tous les pays pétroliers ont commencé à vendre leur pétrole en dollars et ont commencé aussi à se débarrasser de leurs livres sterling. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup de livres sterling sur le marché qui a accéléré la dévaluation de la livre sterling. Le pays était gangréné par les grèves, grève des cheminots, grève dans les mines. C'est à cette époque aussi qu'on avait vu beaucoup de colère sociale. C'est à cette époque qu'on avait vu naître les Sex Pistols qui chantaient « God save the Queen, the fascist regime », que Dieu protège la reine, le régime fasciste. Ça, c'était pour faire un peu d'ironie. Mais c'était extrêmement violent à l'époque. On est passé de la reine Victoria et l'Empire à un groupe de jeunes rockers qui insultent la reine d'Angleterre et la monarchie. C'était choquant pour l'époque. On n'est qu'au début des années 80. Et face à ça, Margaret Thatcher, toujours convaincue et toujours dans cette conviction qu'il fallait réformer, il fallait libéraliser le Royaume-Uni, disait quelque chose ou ressortait un proverbe que son père lui disait. Elle disait « Dieu n'a pas besoin de cœur faible pour ses ambassadeurs. God needs no faint hearts for his ambassadors. » C'était donc une anti-fragile, une anti-gauchisme, une anti-égalitarisme. Elle était convaincue que chaque individu pouvait prendre son destin en main et réussir. Et ça, c'est le logiciel de base de Thatcher. N'attendez rien de l'État. On n'est pas là pour vous donner, on n'est pas là pour distribuer, on n'est pas là pour vous aider. Démerde-toi, mec, lève-toi et marche. L'État a des fonctions minimales, armée, sécurité, administration, mais demander à l'État de tout faire, aide sociale, materner, donner à manger, ça devient ridicule, ça devient n'importe quoi. Et à un moment, l'État devient tellement grand, tellement gros, qu'il commence à coûter beaucoup d'argent. En France, par exemple, il faut savoir que 30% du PIB, près de 1/3 de la richesse du pays, part en aide sociale. 1/3 de la valeur générée par les travailleurs, les entrepreneurs, les courageux, tous les gens qui bossent dur en France, 1/3 de la richesse générée par ces gens-là est redistribuée en aide sociale. Est-ce que vous imaginez un peu le carnage que c'est ? L'aide sociale est le plus gros budget de l'État. Ce n'est pas la recherche, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas la santé. Le plus gros budget de l'État, c'est la redistribution et l'aide sociale. Est-ce que vous pensez que c'est normal ? Est-ce que vous pensez que ça donne envie de bosser ? Est-ce que vous pensez que ça donne envie de travailler ? Est-ce que vous pensez qu'un pays où le cumul savant de l'aide sociale est plus intéressant qu'un boulot, est plus intéressant qu'un métier ? Et pour moi, un pays commence à mourir lorsque ne rien faire te rapporte autant ou plus que de travailler. Et il faut bien comprendre que dans le travail, il n'y a pas uniquement l'idée de gagner de l'argent. Il y a plein d'autres collatéraux. Le travail, c'est aussi l'intégration sociale, c'est aussi la cohésion sociale. On voit très bien comment ceux qui travaillent de chez eux pendant le confinement perdent la tête. Pourquoi ? Parce que travailler de chez toi, d'accord, t'es payé pareil, mais tu vois plus tes collègues, tu vois plus d'autres personnes, il y a plus de... On ne sociabilise plus, tu ne vois plus les autres gens. Où est-ce que les gens se rencontrent ? Tu te fais des amis comment ? Sur Internet ? Sur Tinder ? Donc il faut bien comprendre que le travail a d'autres fonctions que simplement de nourrir la population ou de nourrir sa famille. Le travail, c'est aussi un facteur social d'intégration, de cohésion, de sentiment d'appartenance à une société, d'un sentiment de contribuer
au destin d'une société. Et donc, dire que on va distribuer des aides sociales et que les gens n'ont plus besoin de travailler, c'est de la folie, c'est de la folie. C'est du suicide. Et donc, c'est ça que Thatcher a essayé de faire, et elle est rentrée dans la gueule de tous les syndicats, frontalement. Elle a explosé les cheminots, elle a explosé tous les syndicats récalcitrants aux réformes. Ça a été extrêmement violent, et d'ailleurs tellement violent que plusieurs années plus tard, à sa mort, plusieurs dizaines d'années plus tard, elle est morte il y a quelques années, les gens ont encore chanté « Ding dong, the witch is gone ». Ding dong, la sorcière est partie. C'est pour vous dire un peu la violence de ces réformes. Et on est un peu dans la même situation aujourd'hui en France. Les cheminots qui veulent tous partir à la retraite à 55 ans, alors il y a une différence entre les roulants et les sédentaires, mais est-ce qu'un cheminot qui vit autant que quelqu'un qui travaille dans un autre domaine, l'idée que les cheminots ont une durée de vie plus courte, ça n'existe plus. Ça, c'était les années 50, 40, 30. Aujourd'hui, la pénibilité d'un cheminot, il faut arrêter de déconner. Donc, les cheminots cotisent beaucoup moins que le français moyen et ils partent avec une retraite beaucoup plus élevée que le français moyen. Il faut savoir que le régime de retraite de la SNCF a été fondé en 1909. En 1909. Et les cheminots ne veulent pas que ce régime change. Et moi, personnellement, peut-être que certains d'entre vous seront d'accord ou pas avec moi, peu importe, mais me dire aujourd'hui que les conditions de travail des cheminots de la SNCF, petite casquette, blazer, pantalon, chaussures cirées, sont les mêmes que les conditions de travail en 1909, faut arrêter de déconner. Donc ce régime de retraite coûte une fortune, parce qu'elle permet au personnel roulant de partir à 55 ans et les non-roulants, ou plutôt ceux qui sont sédentaires, qui vendent des tickets un peu plus tard, je ne sais plus si c'est 57 ou 60 ans, je crois que c'est 57 ans pour les sédentaires et exactement 52 pour les roulants, ceux qui sont dans les trains, alors que la majorité des Français partiront à la retraite à 63 ans. C'est un régime spécial qui coûte une fortune, et je vais être honnête, il n'est pas justifié. Arrêtez de nous dire que les cheminots ont une vie plus pénible aujourd'hui que la majorité des travailleurs, que les ouvriers sur les chantiers, que les travailleurs dans les usines. Et la Cour des comptes a clairement prouvé que la durée de vie d'un cheminot après 60 ans était de 22 ans, 22,1 ans plus exactement, et la durée de vie d'un Français normal, hors cheminot, est de 22,4 ans après 60 ans. Et donc, grâce au régime spécial, le cheminot touche sa retraite pendant 25 ans, alors que le Français moyen touche sa retraite pendant 19,4 ans. Et il faut aussi savoir que le cheminot moyen touche une retraite de 2636 € brut par mois, alors que le Français moyen, tous les autres, touchent 1496 € brut par mois. Donc, ce régime spécial des cheminots, alors que le cheminot vit pareil, alors que sa pénibilité n'est pas particulièrement supérieure à celle du Français moyen, est en train de devenir un privilège. Et lorsque les cheminots manifestent pour protéger la retraite à 55 ans et qu'on leur dit « mais vous manifestez juste pour vous ou vous manifestez pour tout le monde ? Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'intégralité des Français partent à la retraite à 55 ans ?» Ces mêmes personnes qui manifestent vont vous dire « ah non, 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 ça c'est que pour les cheminots ». Mais pourquoi ? Pourquoi que les cheminots ? Admettons un ouvrier, moi je suis maçon sur un chantier, je commence à poser des briques à 8h du matin, je finis à 18h, j'ai le dos cassé, je suis explosé, mais par contre je partirai à la retraite à 63 ans parce que j'ai pas de régime spécial. Il n'y a pas de régime spécial des maçons, surtout s'ils travaillent à leur compte. Là, le cheminot va te dire non, 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 ça, c'est un truc de cheminot ça, commencez pas à nous casser les couilles avec les maçons et tous les autres pauvres et tous les autres travailleurs, hein. C'est pas notre problème. Nous, on milite pour garder nos droits qu'on avait gagnés en 1909. Arrêtez de déconner les mecs, ça suffit, même moi je vous suis plus. Même moi honnêtement je vous suis plus. Je pense que les cheminots devraient partir à la retraite comme tout le monde. Leur travail n'est pas plus pénible, ni moins pénible que les autres. Il a un niveau de pénibilité normal.
C'est pas du travail à la mine, c'est pas du travail où tu balances du charbon dans une locomotive à vapeur, ça c'est fini. Les trains sont hyper confortables, les conditions de travail sont hyper confortables, donc les cheminots, avec tout le respect que j'ai pour vous, ça va 2 secondes. La retraite à 55 ans, vous savez très bien qui va la payer, parce que c'est pas vous, ça va être le reste des Français qui, eux, vont travailler jusqu'à 63 et bientôt jusqu'à 67 ans. Et le combat des cheminots est en train de devenir un combat individualiste. Je suis désolé de le dire, mais à un moment, vouloir garder tous les acquis qu'on a eus, tous les acquis depuis 1909, ça va 2 secondes. Le monde a changé et à un moment, si vous n'êtes pas autosuffisant, à la limite, si la caisse des cheminots est autosuffisante et qu'ils arrivent simplement par leur propre contribution à gérer une retraite à 55 ans, pourquoi pas? Mais ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas à l'équilibre, les mecs. C'est les autres qui payent votre retraite. Et lorsque le cheminot part à 55 ans et qu'il vit jusqu'à 83 ans, eh bien, tout cet écart, c'est un autre jeune qui le paye. Et d'ailleurs, le régime par répartition à la française ne pourra pas durer. Ne pourra pas durer. Il y aura bientôt, avec un pays qui vieillit, beaucoup trop d'inactifs pour le nombre d'actifs. Et bientôt, on aura des jeunes au chômage qui seront obligés de payer 2600 € de retraite d'un cheminot. Ce régime, s'il n'est pas réformé, va exploser. Et voilà ce qu'a vu Thatcher, voilà ce qu'a compris Thatcher, que personne ne veut voir et personne ne veut comprendre en France. France qui traverse aujourd'hui la même crise de confiance que le Royaume-Uni. Et il faut bien comprendre que ce qu'est devenu le Royaume-Uni aujourd'hui, ce pays où un demi-million de Français viennent travailler, ce pays où tous les migrants ont envie d'aller, ce pays que tout le monde critique pour son libéralisme, mais où tout le monde a envie de venir. C'est marrant ça, l'Angleterre, libéralisme, capitalisme, les Rothschild, les banquiers, c'est de la merde. Il se fait éclater par les gauchistes dans tous les sens, mais tout le monde veut y venir. Le migrant afghan, le migrant syrien, tous les pauvres du monde, tous les gens qui ont envie de gagner un peu de thunes veulent passer en Angleterre. Donc c'est marrant à un moment, ce capitalisme méchant, ce libéralisme méchant, c'est pas bien, c'est le libéralisme, mais tout le monde a envie de passer dans les pays libéraux capitalistes. Hein. Même le Vénézuélien qui a bouffé du Chavez pendant des années et qui a son économie complètement par terre, éclatée, Venezuela est tellement mal géré que l'un des pays, ou le pays avec l'une des plus grandes réserves pétrolières au monde, vit une misère extrême. Venezuela, pays socialiste, pour ne pas dire communiste, où l'État veut tout gérer. Eh bien, si vous avez des amis vénézuéliens, demandez-leur ce qu'ils pensent du communisme, demandez-leur ce qu'ils pensent du socialisme et demandez-leur ce qu'il leur reste aujourd'hui dans leur compte bancaire. L'un des pays les plus riches au monde, potentiellement. Partout où le socialisme passe, partout où le gauchisme passe, sur le point social, sur le point sécuritaire, sur le point économique, les nations s'effondrent. Le gauchisme est un cancer, le socialisme est un cancer. Partout où il s'implante, c'est qu'une question de temps, il détruit les sociétés. Et la France est victime aujourd'hui, la France est malade de ce cancer. Et si on ne fait pas les réformes qu'a su faire l'Angleterre, on les fera quelque part dans la douleur. Ça va arriver, ce tsunami va arriver, la claque du daron va arriver. La France, c'est un peu comme un enfant qui ne veut pas grandir. On a connu les 30 glorieuses, on a connu un niveau de vie hors du commun, on a connu un empire mondial, on a connu la richesse. On a toujours d'ailleurs des restes de France-Afrique, on imprime le franc CFA, et ça nous permet de faire un peu de transfert de richesse depuis l'Afrique. Donc on a connu une immense série de privilèges, on a connu une immense ère de privilèges, et on est un peu comme le gamin qui ne veut pas que ça s'arrête. Et certes, on peut continuer à avoir ce niveau de confort et de richesse, mais à un moment, il faudra faire des réformes pour le garder. Et penser qu'on va continuer, ou qu'une partie de la société va continuer à partir à la retraite à 55 ans avec des jeunes qui n'ont plus de boulot et qui sont censés payer cette retraite, je peux vous dire que ça va être compliqué. Et si on continue à mettre de la pression sur les jeunes générations pour payer les retraites des vieux, des retraites extrêmement chères, pour une génération de jeunes qui n'a plus de boulot, eh bien les jeunes vont finir par partir. C'est ce que j'ai fait. Et il y a plein d'autres jeunes qui sont sur le chemin. Si la France ne fait pas ces réformes, les payeurs d'impôts, les générateurs de richesse, les courageux vont
partir. Parce que croire qu'un entrepreneur, qu'un courageux, qu'un fort, qu'un motivé va accepter de se faire sodomiser par un État socialiste, c'est du fantasme. C'est du fantasme. Les Français courageux, l'hémorragie a déjà commencé. Il y a une hémorragie de fuite des cerveaux en France, sont en train de partir. Les courageux et les forts sont en train de partir. Il restera en France, je ne sais pas, les migrants, les profs, les fonctionnaires et les cheminots. On va vous laisser entre vous et on verra ce que vous allez créer comme richesse. Parce que, avec tout le respect que j'ai pour le fonctionnaire, et le fonctionnaire est utile, ce n'est pas une insulte contre la fonction publique que je suis en train de proférer, je suis simplement en train de dire que le fonctionnaire est payé par les impôts de l'entrepreneur. Le fonctionnaire ne génère pas de richesse, il ne crée pas de richesse. La valeur du fonctionnaire dans la création de richesse est à peu près de zéro. Donc c'est l'entrepreneur créateur de richesse qui paye des impôts qui permettent de financer le secteur public. Donc, tant qu'il y a encore des entrepreneurs pour payer des impôts qui permettent ensuite de financer la SNCF, les aides sociales, la sécurité sociale, le RSA, les ACEDIC, tant qu'il y a des entrepreneurs qui ne sont pas encore découragés et qui sont là pour payer des impôts, ça marchera. Mais le jour où il n'y aura plus personne et que tout le monde aura décidé de partir en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Indonésie, à Hong Kong, en Asie du Sud-Est, quand tous les jeunes qui réfléchissent auront compris qu'ils vont se faire pomper comme une vache laitière et que s'ils veulent réussir, eh bien, ça se passe ailleurs, quand tous ces jeunes seront partis, on verra qui paiera les retraites et on verra qui paiera les fonctionnaires. C'est face à ce défi-là qu'on est aujourd'hui et c'est face à ce défi que la majorité des Français, infantilisés par le socialisme, ne veulent pas voir. Et voilà pourquoi j'ai un immense respect pour Thatcher. Parce que c'est une femme du peuple, c'est une fille d'épicier qui a gravi tous les échelons sans aide et sans piston pour arriver au pouvoir. 2, c'est une anti-féministe qui a clairement explicité le côté émotionnel des femmes et qui a constitué un gouvernement exclusivement d'hommes pour mener sa bataille contre le déficit, contre la dévaluation, contre la dégénérescence du pays, contre les syndicats. 3, c'est une authentique libérale qui croyait en ce qu'elle faisait et qui avait des convictions, contrairement à beaucoup de politiciens qui tentent des choses, qui rétropédalent, puis qui tentent encore des choses, puis qui rétropédalent. C'est un peu comme ça que fonctionnent les politiciens aujourd'hui. Ils n'ont pas vraiment de convictions. Ils avancent en tâtonnant. Ils passent une réforme, puis elle est impopulaire, puis ils la retirent, puis ils passent une autre réforme. Thatcher, c'est pas ce qu'elle a fait. Elle a balancé les réformes et elle a éclaté la gueule à tout le monde. D'accord ou pas d'accord, ce que est le Royaume-Uni aujourd'hui, c'est grâce à Thatcher. Et en dernier, eh bien, c'est une femme du monde traditionnel. C'est une méthodiste convertie à l'église anglicane par respect pour son mari. C'est une femme issue du monde patriarcal qui respecte le patriarcat. Et pour conclure, seul le patriarcat a été capable de produire des femmes de qualité. Le patriarcat a généré des femmes de qualité. Certaines de ces femmes ont lutté contre le patriarcat pour générer le féminisme. Et depuis le féminisme, il n'y a plus de grandes femmes. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt. Mr. Speaker, all levels of income are better off than they were in 1979. But what the honourable member is saying is that he would rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. That way you will never create the wealth for better social services as we have. And what a policy! Yes, he would rather have the poor poorer, provided the rich were less rich. That is the Liberal policy. Yes, it came out. He didn't intend it to, but he did. I give way to the honourable gentleman. I'm extremely grateful. The Prime Minister is aware that I detest every single one of her domestic policies and have never hid that. And I think that the honourable gentleman knows that I have the same contempt for his socialist policies as the people of East Europe who have experienced it have it for theirs.
I think I must have hit the right nail on the head when I pointed out that the logic of those policies are they'd rather have the poor poorer. Once they start to talk about the gap, they'd rather the gap was that. Down here. That. Not that. But that. So long as the gap is smaller, so long as the gap is smaller, they'd rather have the poor poorer. You do not create wealth and opportunity that way. You do not create a property-owning democracy that way.